Ah, ouais, ça fait longtemps quand même, hein. Quand même, faut que je sois proche du micro pour parler. On a changé de matos. C'est pas mal, hein. Et y'a quoi dans le script? Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait comme approche pour un sujet comme ça? Je suis très jeune dans la data. Je fais partie des gens qui ont commencé à bosser dans la data juste avant le Covid. Et dans mon cas, c'était plus dans l'univers startup. Startup dit bien entendu des structures plutôt jeunes. Ça veut dire que j'ai bossé avec la facilité des warehouses en cloud, directement. J'ai aussi bossé avec la facilité d'avoir un BI sur navigateur, puisque je faisais du Looker Studio. Et très vite, je bossais avec une stack data moderne qui fonctionnait avec du DBT. DBT, c'est un sacré sujet. Et après avoir fait 2 vidéos sur la BI, il était peut-être temps que je parle un petit peu plus de l'aspect ingénieur de l'analytics engineer. C'est un sacré sujet DBT parce que je pense que même au sein de la data, peu de gens savent à quel point DBT est une révolution. Et mon but, c'est de changer ça, évidemment. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, on va répondre à pas mal de questions, notamment pourquoi la majorité des startups ont mis DBT en place, pourquoi même les grosses boîtes s'y mettent maintenant, et quand je dis maintenant, en vrai les grosses boîtes comme je dis s'y mettent depuis quelques années en fait. Et pour pouvoir répondre à tout ça, comme d'habitude, on va raconter des histoires. Moi j'aime ça, les histoires. Et surtout, j'adore raconter des histoires de manière chronologique. Du coup on va remonter dans le temps, mais vous inquiétez pas, on va pas aller trop loin non plus. Les années 90? C'est quoi le script là? Ouais, attends. La vidéo elle dure combien de temps? Hein? Comment ça? Il est bugué ce truc. Je m'excuse d'avance. Dans les années 90-2000, c'est l'émergence d'Internet. Super. Ça, tout le monde était au courant. Bravo, vous êtes sur Internet. On est en plein boom de la démocratisation de l'informatique dans les foyers, et les métiers de la data font leur petit bout de chemin, tout doucement. Leur rôle est globalement le même qu'aujourd'hui. La data, c'est de l'automatisation de process, du stockage de données, et de l'analyse pour prendre des décisions. Il y a quand même 2 grosses différences. Déjà, il n'y a pas de data analyst, il n'y a pas de data ingénieur. Ça n'existe pas encore. Là, on parle de métiers bien plus segmentés. On a des administrateurs de bases de données, on a des BI architectes, on a des ingénieurs en sciences de l'information, mais on n'a pas de data ingénieur et data analyst, ça vient plus tard. On a aussi des statisticiens, des gens qui sont doués avec les chiffres, mais pas spécifiquement avec la data. Ça donne une segmentation encore plus horizontale que celle qu'on a aujourd'hui. On a l'impression que, quand on parle de la donnée, le fil historique de la donnée, il y a énormément de métiers qui s'alignent les uns après les autres jusqu'à la décision finale qu'on va prendre à partir de la donnée. La data, c'est très jeune. Et il y a que les gens qui font de la technique pure qui s'en chargent. Et comme c'est des process généralement faits par des grosses boîtes, il faut beaucoup de monde pour que ça fonctionne. Ensuite, la deuxième différence, c'est la technologie. Et d'ailleurs, ça explique en partie la première différence. 2 minutes, je reviens. Hey, je l'ai. Il est beau, hein. Ce disque dur, je l'ai acheté il y a quelques années pour 50 balles. Et il fait 1 téraoctet de données. Ça fait 1024 gigaoctets de données. On peut déjà y mettre une quantité absolument stupide de données dedans. C'est énorme, 1 téra. Dans les années 1990, ce petit bout de métal coûtait plusieurs milliers de dollars. Les warehouses en cloud, elles sont loin. Donc c'est quoi bosser dans la data dans ces années-là avec ces métiers qui existent et ces technologies qui n'existent pas en fait. Déjà, les outils ne sont pas les mêmes. Si une boîte veut stocker des données, elle a pas 36 000 choix, elle doit aller voir un prestataire de serveur pour stocker sa donnée. Petit erratum, elle pourrait très bien faire ses serveurs elle-même, mais je rappelle que ça coûte cher. La donnée en elle-même, elle change pas beaucoup d'actuellement. On a toujours des données de vente, on a des données de stock, on a même des événements, plein de choses qui font fonctionner des systèmes. Et système, c'est le bon mot parce que à la base même, la donnée, ça sert à ça. Ça sert à faire fonctionner des systèmes. Des systèmes qu'on appellera plus tard des systèmes d'information pour certains. Et si t'es un manager à l'époque et que tu veux quelque chose de très simple comme ton chiffre d'affaires, tu peux pas aller voir des gens qui ont la donnée et leur dire « Donnez-moi tout, je veux tout le plus brut possible ». Parce que tu peux pas. Ton ordinateur ne peut même pas contenir cette donnée en fait. Et généralement la solution c'est agréger mes données pour que j'ai mon résultat, l'information que je veux à la fin. Je vais me dire si j'ai un gros tableau avec mon chiffre d'affaires par jour, par pays et sur les 5 dernières années glissantes, c'est pas mal, ça me donne déjà pas mal d'informations sur mon chiffre d'affaires. Ensuite je prends ça et je le mets sur le nouvel logiciel de tableur là qui existe là, qui est arrivé là. Ah, Excel, c'est ça, Excel. Et on fera plein de trucs sympas. Bon ça c'est le tableau global mais très concrètement comment ça se passait. Déjà il fallait bien définir le besoin de l'information de l'analyse finale. Et pour ça, il faut quand même que le manager s'entretienne avec des business analysts ou des statisticiens. Une fois le besoin clair, ces personnes allaient voir généralement un ingénieur en sciences de l'information pour que celui-ci soit au courant des données voulues. Bien entendu, si tu veux quelque chose de régulier, et pas juste un extract one-shot, ça demande encore plus de taf. Il faut créer des pipelines.
et voir avec le responsable de l'architecture de la base de données. Une fois la partie business et la partie IT coordonnées, il faut dérouler le tout, tester la pipeline, tester les résultats de la pipeline, et ça part en prod. Tout ça pour souvent récupérer juste un CSV par mail avec ton résultat. J'abuse un peu, mais c'est l'idée, hein. Globalement, avant on faisait ça. Malgré toutes les étapes et toutes les limitations technologiques de l'époque, c'est déjà révolutionnaire de pouvoir automatiser ce genre de tâches. C'est d'ailleurs cette manière de bosser qu'on appelle le véritable ETL. Extract the data, transform the data, because it's too much for my computer and my Excel, and load the data in a CSV. English. Avec en plus, dans les années 90, la démocratisation d'Excel, qui devient en quelques années le must-have de toute entreprise pour pouvoir manipuler de la donnée et faire plein d'autres choses d'ailleurs. Alors on pourrait passer du temps sur Oracle et tous les outils que les ingénieurs en SI utilisaient avant, mais flemme. En plus c'était pas mon taf et j'étais même pas né. Le but de cette partie, c'est de montrer un petit peu d'où l'on vient. Un monde où la data ne sert pas principalement à l'analyse, un monde où la technologie n'est pas celle d'aujourd'hui, et aussi un monde dans lequel Internet n'est pas une norme. Ouais, c'est la période où j'ai commencé à bosser. Je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos. Anciennes? Je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, mais la période 2010, en termes de sortie d'outils en data, elle est vraiment musclée. Déjà, il y a un truc fou qui sort cette année-là, c'est les warehouses en cloud. Vous vous rappelez de lui? Le coût de stockage et le coût de calcul dans les warehouses en cloud, il est ridicule comparé aux serveurs traditionnels. Des techniques qui font que tu n'as presque aucune chance de perdre ta donnée. Et Internet est si rapide que, comme maintenant, on peut télécharger des tableaux avec des millions de lignes et regarder ça sur notre ordinateur. Ça marche. Ce sont des révolutions importantes, mais elles vont toucher les entreprises d'une manière un petit peu vicieuse. Alors à partir de ce moment-là, je vais prendre un petit peu des pincettes, parce que tout ce que je vais dire n'est pas forcément documenté. C'est un mix de témoignages, c'est un mix de réflexions personnelles que j'ai, qui a abouti à tout ce qui va arriver là. Allez go! Le plus gros problème dans le monde d'avant, c'était toujours le bottleneck de l'IT. Les analystes, qui sont pas dans l'IT, demandaient beaucoup de données, pas toujours utiles d'ailleurs, et l'IT galérait. À chaque fois, fallait créer des pipelines, s'assurer de leur fonctionnement, et en plus, il fallait générer la donnée au bon format, bien filtré, et souvent avec des jointures, des transformations complexes. C'est un taf de monstre. Alors, quand les warehouses en cloud sont arrivés, il y a eu deux réflexions différentes de la part des gars de la data. Déjà, les ingénieurs se sont rendus compte que le warehouse en cloud, c'était super pratique pour eux. Ils pouvaient mettre, sans trop de coûts, l'intégralité de leurs données dans ces warehouses en cloud, et les utiliser comme des systèmes de check. Bah oui, eux aussi, ils avaient le souci d'accès à la donnée, elle est stockée physiquement dans des serveurs. La warehouse en cloud, elles, ils y ont accès partout où ils ont internet. Et ensuite, les analystes, eux, se sont rendus compte que utiliser le warehouse en cloud, c'est pas si difficile que ça, notamment quand tu veux faire que du SQL. Donc plutôt que de transformer mes données avant de les donner aux analystes, ce qui était le fonctionnement d'avant, la nouvelle stack, c'est je mets le plus de données possible de mes systèmes dans la warehouse en cloud, avec des pipelines, je crée des accès aux data analystes et je leur explique comment fonctionnent les tables que je viens de leur donner à disposition, puisque c'est des tables brutes, et les analystes utilisent ces tables de données pour mettre ça dans de la BI, ou faire des transformations, etc., des analyses. Évidemment, à la même époque, c'est la BI qui explose aussi, pas que les warehouses en cloud, donc les analystes ne s'embêtent même plus à faire des extracts de la warehouse et à s'amuser sur des Excel. Maintenant, ils lient directement leurs outils d'analyse, leur BI, à la warehouse en cloud pour faire des analyses. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein de boîtes qui, en quelques années, ont réussi à supprimer le bottleneck de l'IT dont on parlait avant. Et il y a beaucoup de conséquences à ça. Déjà, le métier de data analyst naît réellement, avec cette double casquette bizarroïde de faire des analyses et faire de la BI, qui sont deux choses assez distinctes. Ensuite, la data analyse commence à prendre une grosse part, ou du moins une part plus importante dans les boîtes, parce que la question n'est plus de savoir si l'IT a le temps. Les data analysts savent traiter la donnée. Ils peuvent le faire. Conséquence à part, mais c'est une évidence, le métier de data analyst a explosé, c'est devenu un métier d'avenir et c'est encore un métier d'avenir maintenant. Et conséquence finale, la data rejoint peu à peu le centre stratégique de certaines boîtes. Le data analyst, c'est un profil métier super pratique. C'est un métier technique qui a connaissance de ce que c'est qu'une pipeline, de l'automatisation, ce genre de choses, et qui en plus a une connaissance business. Et si on fait un gros résumé de ce qu'on vient de dire, en quelques années, on est passé d'une data très segmentée, avec un gros bottleneck au niveau de l'IT, avec des systèmes de pipeline complexes, des transformations de données faites en amont, qui te donnent des CSV, et une domination de l'utilisation d'Excel. On est passé à la structure plus moderne qu'on connaît, structure où le data ingénieur s'occupe principalement des pipelines et des premières transformations avant de mettre la donnée dans les warehouses en cloud, et un data analyst qui s'occupe de faire des analyses en SQL et de la BI, brisant ainsi le bottleneck de l'IT et travaillant main dans la main avec lui. Ah là là. Eh ben le monde il est tout beau, hein. Bon, on va démystifier ça quand même. Oh, il y a la machine à laver dans le fond, j'espère que ça va pas me déconcentrer, que ça s'entendra pas.
Puis j'ai remarqué que le cadre était pas totalement droit. Bon, déjà, première chose, la magnifique organisation que je vous ai vantée avant, elle s'est pas opérée comme ça partout du tout. Je le dis souvent aux personnes plus jeunes que moi dans la data. Ouais, enfin, après, j'ai 28 ans, donc il y en a pas beaucoup. Mais les métiers de la data sont des métiers bâtards. Un data analyst dans une boîte peut très bien faire le taf d'un data ingénieur dans une autre boîte. C'est comme ça. Et pour le coup, je pense que j'exagère pas. Tout ça pour dire que, dans la plupart des boîtes, le shift technologique qu'on a vu, il s'est pas fait comme prévu. Dans certaines boîtes, on a laissé le monopole de la transformation de données aux data ingénieurs. Sauf qu'on l'a vu, si tu laisses ça aux data ingénieurs, bah en fait, le bottleneck de l'IT, tu le conserves. Ça c'est d'une part, mais d'une autre part, il s'est passé quelque chose avec les data analysts. Dans d'autres boîtes, à l'inverse, on a donné énormément de pouvoir aux data analysts plutôt qu'aux data ingénieurs. Et les data analysts, tels Icar, se sont brûlés les ailes. Bon, c'est le moment où je m'amuse un petit peu pour la mise en forme, parce que là je raconte vraiment une petite histoire. Imaginons qu'on est en 2016, et votre boîte vient de migrer vers les meilleures technologies data du moment. Toute votre donnée est sur BigQuery, globalement vous utilisez les warehouses en cloud avec du Power BI, du Looker Studio pour faire vos rapports, vos analyses, et votre équipe data est passée très rapidement de 5 personnes à 15 personnes parce qu'on se rend compte que vous êtes très efficace. Vous êtes très efficace pourquoi ? Bah parce que vous êtes capable de sortir des analyses et des dashboards à l'appel. Tout va bien jusqu'à ce que le CFO de votre boîte toque à votre porte en vous disant un truc de ce genre-là. Salut, c'est David, ça va ? Belle journée, hein. Bon, j'ai appris qu'avec vos technos, vous pouviez faire plein de trucs automatisés. Moi, de mon côté, j'ai une équipe de 10 personnes qui, en chaque fin de mois, sont un peu en sueur à cause de la clôture. Et alors, en début d'année, j'en parle même pas. Ça vous dirait de nous aider ? J'ai déjà dit, les équipes data ont commencé à prendre de plus en plus de scope, précisément parce qu'un data analyst, c'est à la fois technique et business, donc il comprend plein de thématiques, y compris la finance. Mais en vrai, c'est là que les problèmes commencent, parce que tel Icar, les data analysts se brûlent les ailes. Parce que, dans la même idée, un jour, le CFO, il peut redébarquer et dire un truc comme ça. « Salut, c'est David ! Super journée, hein !» écoutez les gars, écoutez, franchement super taf là, votre truc d'automatisation, de la reconnaissance du chiffre d'affaires, tout ça, moi je suis bluffé. Hein. Mais j'ai un petit souci, le chiffre d'affaires du mois d'avant, il a changé. Vous savez pourquoi ? Là c'est la merde. Parce que généralement, trouver l'origine d'un tel problème, même avec des warehouses en cloud, quand c'est détecté si tard, c'est un petit enfer. Et ce sont des problèmes qui arrivent très souvent. Et je pense que beaucoup de pôles data ont eu ce genre de problème. Et la raison principale pour laquelle ces problèmes arrivent, c'est parce que les data analystes ne sont pas des ingénieurs. Faut vous rappeler quand je parlais des boîtes qui n'ont pas fait ça et qui ont laissé le monopole des transformations de données aux data ingénieurs, eh bien ces personnes-là, elles ont anticipé le problème très vite. Parce que les ingénieurs, data ingénieurs, etc., et plus globalement l'IT, ce sont des gens qui font des systèmes d'information, des programmes. Il n'y a pas droit à l'erreur, normalement. Il y a parmi eux des développeurs, par exemple. En tout cas, des gens qui sont habitués à une rigueur maladive. Rigueur qui a amené à l'utilisation d'outils comme Git. Tout de suite, ces ingénieurs ont vu dans les warehouses en cloud un potentiel fantastique, mais surtout, un pouvoir à maîtriser. Et pour ce faire, ils vont appliquer toutes leurs connaissances. Par exemple, ils vont s'habituer à documenter ce qu'ils font. Ils vont beaucoup plus tester les résultats de leurs calculs. Et avec la documentation, ce qui va de pair, c'est ils vont versionner ce qu'ils font. Quand ils font des transformations, n'importe quoi, des extracts, tout ça, c'est du code, le code ça se documente, et surtout ça se versionne. Vous voyez où je veux en venir ? Je parle de DBT. Mais avant même de parler de DBT, on va faire d'autres choses en fait. Par exemple, qu'est-ce que les ingénieurs ont fait ? Ben, ils ont fait ce que les ingénieurs savent faire, ils se sont dit, les warehouses en cloud ne nous permettent pas de stocker du code. Du moins pas comme on voudrait. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va s'y connecter avec une API, et en fait on va envoyer le code à la warehouse en cloud. Le code est chez nous, on le versionne comme on veut, et la warehouse est là que pour l'interpréter. Ces programmes ont existé, et même existent encore. Par contre, à faire et à utiliser, c'est un peu un enfer. Non, vraiment, j'ai été sur une mission avec un projet de ce genre, et quand tu ne sais pas faire de Git, quand t'es pas très bon avec un terminal, etc., ouais, c'est pas ton métier, ça s'apprend. On parle d'applications qui envoient des scripts au warehouse. Et le but, c'est de manipuler ces applications. C'est généralement des choses qui sont faites en Python, des intégrations de ce genre-là, et au moment où ça bug, ou au moment où le script ne fait pas ce que tu veux, ben pour le débugger, il faut quand même avoir un bon bagage technique. Et donc on se retrouve avec deux schémas totalement opposés. Des ingénieurs qui sont restés des ingénieurs et qui ont gardé leur scope data, et qui par conséquent ont gardé le principe du bottleneck de l'IT, et des data analysts qui font un travail colossal mais qui n'appliquent pas la même rigueur qu'un data ingénieur. Et vous vous doutez bien que ces deux petits groupes vont pas tarder à se capter les uns les autres. Pourquoi ? Bah parce qu'on innove, on fait de la veille, on charge des solutions, on rencontre des gens, on discute. Normal. Eh ben c'est pas mal tout ça. 3 parties... Avant même de parler de DBT qui était supposé être le sujet principal de la vidéo, c'est bien Gaylor, tu t'améliores, c'est cool, hein, parler d'outils, tout ça, plutôt que de théorie.
Je suis en train de lire mon script et je me rends compte que je suis encore plus hipster que hipster. De base, DBT, les hipsters se disent « Ouais, mais c'est pas DBT, à la base, c'est Fishtown Analytics. » Moi, j'ai carrément écrit que, à la base, DBT, c'est pas Fishtown Analytics, c'est RGmetrics en 2016. Et en vrai, est-ce qu'on s'en fout pas? Est-ce qu'on n'aurait pas un peu rien à faire que DBT, c'est le troisième nom de la société? Donc, Fishtown Analytics, DBT, ça commence en réalité en 2016, sous le nom RGmetrics. Et à la base, ça par contre c'est intéressant, l'outil servait à transformer les données dans l'ETL Stitch de Talend. Oh bordel, Stitch, Fivetran, Airbyte, tous ces logiciels d'ETL, ce serait vraiment trop cool d'en faire une vidéo à part, parce que c'est super important aussi. En 2018, Fishtown Analytics, qui est devenu plus tard DBT Labs, sort la version payante de DBT, qui s'appelle DBT Cloud, commercialisée, et le principe c'est que c'est un DBT en cloud. Donc l'IDE est en ligne. Oui, parce que, par essence pure, DBT est un projet open source. Ça leur pose quelques soucis commercialement parlant, mais oui, à la base, ça reste de l'open source. Dans les grandes lignes, quand DBT arrive, DBT veut faire tout ce qu'on vient de dire avant. Le but, c'est d'appliquer les best practices des développeurs dans le cadre des transformations de données. Et que ce soit dans les warehouses en cloud ou pas. Bon, la vérité, c'est que c'est plus axé sur les warehouses en cloud, puisque aujourd'hui, la majorité des gens utilisent les warehouses en cloud. Qu'est-ce que ça veut dire appliquer les best practices de développeurs? Ça veut dire du versionning, du testing, de la documentation. Et évidemment, quand on va encore plus loin, on se rend compte qu'on peut faire un véritable travail de DevOps, avec la CI/CD, etc. En clair, la stack data, c'est plus juste un truc géré par des data analysts, c'est quelque chose géré par des développeurs, c'est un produit qu'on donne, et le produit, il y a des exigences. En fait, c'est des concepts évidents pour des développeurs, mais pas pour des data analystes, et même pas forcément non plus pour des data ingénieurs. C'est des concepts évidents pour les développeurs, mais c'est des concepts qu'on rajoute en surcouche sur ce qu'on a vu avant. On a vu qu'on avait des data analystes qui comprenaient le business et les enjeux, mais qui avaient un problème de rigueur, et on a vu qu'il y avait des ingénieurs qui comprenaient la rigueur, mais qui n'avaient pas forcément des idées sur qu'est-ce que le business, ou à quel point le business est important. Là, on va avoir un espèce de triptyque avec les bonnes best practices, alliées à la bonne rigueur, et la connaissance business. En quelques années, le nombre d'utilisateurs de DBT et le nombre de stacks DBT recensés par l'outil va complètement exploser, et en février 2022, DBT est valorisé à 4 milliards de dollars. C'est pas mal 4 milliards, hein. Et l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ils ont dépassé les 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ce qui, je le rappelle, est énorme, parce qu'on parle d'un projet qui est avant tout open source. Donc en fait, la majorité des gens qui utilisent DBT ne payent rien, ou du moins rien à DBT en tout cas. Et aujourd'hui, on compte à peu près 50 000 projets DBT dans le monde, 50 000 projets en tout cas qui l'utilisent quotidiennement. Là, comme ça fait beaucoup de chiffres, mais faut bien se rendre compte que c'est que post-Covid que DBT a vraiment commencé à avoir beaucoup d'adhérents. C'est que le début, en fait. Et en soi, les features de DBT, je rappelle qu'on peut les faire sans DBT, hein. N'importe quel data ing un petit peu doué qui sait se connecter à une API de warehouse peut bricoler quelque chose, une application qu'il va améliorer au fur et à mesure, etc. Et il mettra quelques semaines. Et c'est cool, hein, sauf que installer DBT, par expérience, ça prend, allez, une après-midi. Si on s'y prend pour la première fois. Et je dirais que comprendre comment DBT fonctionne, à quoi ça sert, et l'utiliser déjà sur une stack data perso, ça prend, allez, 1 à 2 semaines. DBT, c'est simple. En réalité, c'est quelques features bien trouvées, mais c'est pas quelque chose de compliqué. Combinez ça avec une bonne documentation, des best practices expliquées sur leur site internet, avec un Slack ultra réactif avec des dizaines de milliers de gens dessus, et vous vous retrouvez avec un logiciel qui, en termes de maturité utilisateur, est au même niveau que Power BI. Il y a un truc que j'ai pas trop mentionné, mais en même temps, je me rends compte que j'ai pas vraiment décrit de features de DBT très précisément. Ce truc dont j'aime bien parler avec DBT, c'est la manière dont tu codes dans DBT. Quand on parle de transformation de données, on parle de SQL évidemment, et dans DBT, on ne fait que des select statements, donc select star from quelque chose. C'est-à-dire que si tu veux créer une table ou une vue, tu vas pas t'amuser à faire un create machin chose, non, tu fais ton select, tu écris ton code, et après tu vas spécifier à DBT avec des configurations ce que tu veux créer. Une table, une vue, faire de l'incrémental, il y aura d'autres options, etc., etc. Les configurations se font avec du Jinja, et c'est DBT qui s'occupe après de réinterpréter ce que tu as codé et de l'envoyer à la warehouse. Donc en fait, fini toutes les commandes de create, insert, delete, etc. Ça sert à rien. Tout ce qu'il faut faire, c'est des select statements. C'est quand même super sympa en termes de features de facilité. Donc il faut faire des select from et des CTE. Oh oui, des CTE. Pitié, faites des CTE. Ne faites pas de select from, Pitié, jamais. Et ça, c'est que des features de base. En réalité, DBT n'est pas avare en nouveautés du tout, n'est-ce pas, Looker? Mais après,
Ils auront beau dire le contraire, on sent qu'ils veulent quand même se focus principalement sur leur DBT Cloud, parce que c'est ce qui leur apporte de l'argent, et un peu moins DBT Core, qui est la version open source gratuite. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé DBT Cloud, j'en ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans presque même, et c'est vrai que c'est super pratique. T'as pas besoin d'installer Python, DBT est directement dessus. Tu as un système pour faire des jobs, l'interface est très sympathique, c'est un produit commercial, avec des features très cool comme le lineage. C'est vrai que le lineage, c'est le truc le plus visuel que tu peux montrer à des gens qui font de la data en warehouse en cloud, c'est un lineage de ta donnée. C'est ta stack visuelle. C'est quand même trop cool comme feature. Et ils ajoutent même sur DBT Core, maintenant, le lineage, avec leur extension DBT pour VS Code, par exemple. Bon, même si en vérité, tu pouvais déjà avoir le lineage avant, puisqu'il y avait des extensions non officielles qui le faisaient aussi, mais c'est sympa de l'avoir de manière officielle. Et avec cette extension, ils sortent aussi quelque chose de très cool, c'est la correction de SQL en live sur votre IDE. Ça, c'est bien aussi. Si je résume, DBT, c'est quoi? C'est des features bien trouvées, on peut le dire des features bien implémentées, et aussi bien en payant qu'en open source, on trouve son compte. En fait, tout ce que je décris depuis avant, bah c'est beau, mais c'est pas révolutionnaire, si? Eh ben ouais, en fait. C'est révolutionnaire. Oh, je pense après, à 4h, je vais sortir pour m'acheter un pain au choc, ou un éclair à la vanille, ou un millefeuille, comme mon papy. Le pétage de câble. Écoutez, cette vidéo est longue à tourner. Note, ma dernière vidéo a fait 50 vues, je pense qu'il y a sur les 50 vues, il y a 10 vues, c'est moi. Ah, en 2020, il y a eu un truc qui a pris un petit peu tout le monde par surprise. Ah, j'aime pas rigoler du Covid. Je disais, pendant le Covid, l'économie mondiale a connu une petite période de suspens. Ça laisse un petit peu le temps de réfléchir. Et c'est à cette époque que les structures les plus agiles ont commencé à mettre en place des DBT. Souvent pas des grosses boîtes, très clairement pas des grosses boîtes. On parle de petites et moyennes entreprises avec une centaine de personnes, ce genre de choses. Mais à l'époque, c'est tellement efficace et un peu nouveau qu'on se retrouve déjà envahi par des articles écrits par des CDO de telle et telle startup qui vous montrent leur stack en mode « Eh, regardez, elle est bien, elle marche bien !» C'est un peu la même vibe que les mecs qui font de la course et qui te montrent leur temps en mode « T'as vu, j'ai fait ce temps-là sur mon 10 km !» Bref. Et ces stacks-là qui utilisent DBT, on leur donne un petit nom, on les appelle les stacks data modernes. Bon, ça veut un peu rien dire, je suis presque sûr qu'on a déjà donné le nom de stack data moderne à d'autres trucs, mais bon bref. Moderne parce qu'elles utilisent ce que moi j'appelle l'ELTL, puis moderne parce qu'elles utilisent DBT et que DBT est parfait pour faire ça. L'ELTL, pour le coup, ça vient de moi. C'est extraire les données de sources et les mettre dans une warehouse en cloud. Dans ma warehouse en cloud, transformer ces données pour qu'elles soient utilisables. Une fois qu'elles sont transformées dans ma warehouse en cloud, je load ça dans ma BI après. ELTL, je veux être crédité pour ça. Et c'est, sans aucune contestation, la meilleure stack data analytique si on ne veut pas faire du temps réel. Et quand vous regardez les schémas des stacks de ce genre, il y a systématiquement un DBT ou quelque chose qui s'y ressemble dedans. Et DBT, il est pas n'importe où, hein. Il est au centre de la stack. Au centre, visuellement même. Et les équipes IT, les équipes data des plus grosses boîtes du monde sont pas aveugles, ils le savent. Ils connaissent DBT, c'est juste que quand tu bosses pour Walmart, refaire la stack data d'un pôle, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est pas n'importe quoi. Mais les managers IT, ils pensent. Ils savent, ils connaissent DBT. Parce que DBT, comme squelette d'une stack, te donne le meilleur produit data que tu puisses proposer. Et c'est tellement puissant que ça en crée des métiers, comme le métier d'analytics engineer. En réalité, un analytics engineer, c'est quoi? C'est soit un data analyst, soit un data ingénieur, mais il y a une différence, c'est qu'il y a 3 petites lettres dans son CV. Et enfin, une fois que DBT est dans ta stack, et que tu sais l'utiliser et que ça tourne bien, il y a un sentiment bizarre qui apparaît. Tu ne t'imagines plus bosser bien sans. En fait, tout est si évident. Le fait de coder dans un IDE, d'enregistrer le code, de le versionner, de le documenter, de mettre des descriptions sur les champs, de mettre des tests, réfléchir comment mettre les tests, générer des jobs qui vont faire tourner des pipelines, tout est si évident. Donc, tout ça, bosser sans, ça n'aurait plus de sens. Et même bosser comme ça avec des scripts Python handmade, bah ça a plus de sens non plus en fait. Dans 5 ans, on n'imaginera pas créer une stack de toutes pièces ou faire une migration vers un système qui n'utilise pas DBT ou un gestionnaire de transformation SQL. DBT ou autre, j'en ai pas parlé, mais oui, évidemment que DBT a des concurrents. 5 ans, c'est peut-être un petit peu long, je pense même que ça arrivera avant. Tout ce qui est sûr, c'est que dans les prochaines années, le fait de savoir faire du DBT ou pas va avoir de plus en plus d'importance. Et le métier d'analytics engineer, dont on parle depuis quelques années maintenant, bah lui-même, il est en train de bouger. Parce qu'on se rend compte que si on doit qualifier d'analytics engineer toute personne qui utilise une stack data avec du DBT, ben au final, tout le monde va devenir analytics engineer. Et donc, on retourne au début du cycle. Vous vous rappelez, les métiers bâtards de la data ingénieur, data analyst, tout ça. Dans Converteo, ma boîte actuelle, on considère qu'un analytics engineer, c'est plus un garant de la BI que de la stack data DBT. C'est un exemple. DBT n'a pas révolutionné le monde de la data. Ce serait un petit peu abusé de dire ça. En revanche, il a révolutionné le principe de faire une stack data.
donc ce qui se passe après les sources, et avant la BI. C'est moins flashy que révolutionner la BI, mais c'est tout aussi impressionnant pour moi. On est passé d'un monde où la data n'a pas le temps, n'a pas les ressources de traiter tous les besoins d'une boîte, à un monde où le data analyst est le roi, celui à qui on va demander de tout faire parce qu'il peut le faire et qu'il a le temps, même s'il y a des problèmes de rigueur. Et DBT s'est installé et a dicté au monde de la data qu'on pouvait très bien faire tout ça avec les bons process. Et quand quelques centaines de boîtes l'ont approuvé et se sont rendus compte que c'était très efficace, DBT n'a même pas eu à se faire de la pub pour se retrouver dans les cahiers de charge des gros projets de migration data des plus grosses boîtes du monde. Oh! Eh ben putain, on en a dit des choses, hein. Il est quelle heure là? 15h26? Waouh. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Le format change un petit peu des 2 dernières que j'ai fait. On met un peu moins les mains dans le cambouis et on discute un peu plus de pourquoi un logiciel. J'aime bien cette manière de faire aussi. À l'écriture, c'était un peu compliqué. Bien évidemment, si vous avez des critiques ou quoi que ce soit pour que je puisse m'améliorer dans cet exercice, n'hésitez pas, c'est important pour moi. D'ici là, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée et je vais aller m'acheter un pain au chocolat.